Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du sujet 4.9 qui fera l'objet d'une petite évaluation, je crois, associée au 4.8. Et je vous mets aujourd'hui, je vous fais donc cette vidéo de présentation de ce qu'on va appeler le soin par orthèse plantaire. Alors, c'est une sorte de condensé de plein de choses, c'est juste pour le définir, ça fait un petit peu appel au cadre légal de l'orthèse plantaire et également aux indications et aux contre-indications. Voilà, c'est une synthèse de choses que vous, normalement, on a déjà abordé un peu transversalement tout au long de l'examen clinique, mais qui va permettre de repréciser des choses. Voilà, je vous poste ce cours et on en parle notamment lors de nos prochaines, je vais y arriver, entretien visioconférence de jeudi après-midi à 14 heures. Voilà. Donc, l'indication, on va commencer par ça, l'indication des orthèses plantaires, et on va dissocier deux situations, à savoir l'enfant et l'adulte. Et donc, chez l'enfant, eh bien, une indication des orthèses plantaires, et bien sûr, sont les troubles statiques et ou de la dynamique. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'est un trouble statique et de la dynamique chez l'enfant. Il faut vraiment considérer une chose, c'est qu'un enfant, c'est une phrase toute bête et toute faite qui est beaucoup répétée, mais un enfant n'est pas un petit adulte, ok? Et qui donc, en gros, les normes ne sont pas les mêmes. Et qu'un examen clinique de l'enfant doit être réalisé justement en ayant conscience de quelle est la physiologie de l'enfant à cet âge-là. Ça, c'est important. La notion de pied plat, l'acquisition de la marche, la notion de génuvarum à la naissance, puis génuvalgum ensuite, la notion de trouble torsion du membre inférieur, fait que quand on analyse, quand on fait l'examen clinique d'un enfant, eh bien, il faut le comparer à la physiologie de l'enfant à cet âge-là, d'une part, et quelque part aussi se laisser un petit spectre, on va dire, d'observation un peu plus important que chez l'adulte, notamment quand il n'y a pas du tout d'algie et quand c'est juste l'évocation de certains troubles qui font peut-être appel à l'idée d'une orthèse plantaire. Il faut savoir se dire, ce que je constate là n'est pas tout à fait physiologique, ok, mais on est à un âge entre deux. Je vais peut-être pas l'appareiller tout de suite, mais je vais l'observer à 6 mois en relayant bien les choses aux parents notamment en disant voilà, ça c'est éventuellement ce qui n'est pas complètement physio, ok. Pour moi aujourd'hui, c'est pas gênant, ça occasionne pas de troubles fonctionnels notables, mais je le revois à 6 mois pour voir voilà, si dans 6 mois c'est encore présent, eh bien on fera une orthèse pour le prendre en charge. Pourquoi ça sert à rien de le prendre en charge tout de suite? Parce qu'il n'y a rien de prouvé sur l'action d'une orthèse plantaire en correction de correction des troubles réellement. C'est-à-dire qu'une orthèse plantaire ne transforme pas un génivalgum, une orthèse plantaire ne transforme pas un génuvarin, une orthèse plantaire ne change pas un pied plein en un pied physiologique. Voilà, nous, il faut considérer qu'aujourd'hui, ce qui est établi, on fait de la compensation, donc il faut que ça vaille le coup et il faut que ce soit déterminé. Voilà. Des troubles statiques et de la dynamique chez l'enfant, qui par exemple occasionnent des chutes, eh bien, on ne se pose pas de questions. Si on fait cette corrélation-là, il faut les prendre en charge. Voilà un petit peu le contexte et on peut en reparler. Les ostéochondroses, c'est une évidence parce que ça fait partie des finalement rares algies de l'enfant. Et évidemment, elles peuvent être associées à des troubles statiques et de la dynamique et le plus souvent à une activité sportive. Ok, on a en tête par exemple la maladie de Sever qui est très présente chez les jeunes sportifs aux alentours de 10 ans. Plus tard, même si voilà, il y a Osgood-Schletter, et oui, qu'on prend en charge, voilà, donc les ostéochondroses, c'est quelque chose. Voilà, il y a la maladie de Koller-Boucher qui concerne l'os naviculaire, il y a également la maladie de Renander qui concerne les sésamoïdes. Bref, il y a toute une panoplie d'ostéochondroses déjà du pied, qui sont des indications des orthèses plantaires, dont on pourra reparler, mais également du membre inférieur pour certaines. L'inégalité de longueur du membre inférieur, ILMI, effectivement, il faut qu'elle rentre dans le cadre, un, qu'elle soit significative. Alors la notion de significativité d'une inégalité de longueur est très variable. Puisque également on ne doit pas non plus corriger au-delà de 2 cm, c'est une des règles, une contre-indication de l'orthèse plantaire, mais voilà, l'inégalité de longueur chez l'enfant, c'est pareil, il faut que ça occasionne un trouble de la dynamique notable, que c'est une incidence fonctionnelle, et surtout il faut tenir compte de la loi d'alternance
de croissance de Godin, qui fait que, en gros, alors il y a plusieurs thèmes sur ce. Voilà, je vais pas être hyper. C'est pas un domaine qui est que je maîtrise complètement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a déjà, avant la puberté, eh bien, l'os grandit plutôt en longueur et plutôt en largeur après. Ensuite, il y a une alternance entre croissance du membre inf, il y a une alternance droite-gauche, et voilà, épiphyse-diaphyse. Bref, il y a pas mal d'alternance, ce qui veut dire qu'on peut se retrouver momentanément avec une égalité de longueur, qui est juste le fruit de cette alternance, et donc il faut évidemment pas corriger, puisqu'elle va se régler. Voilà. En cas de doute, de toute façon, je pense que le rôle du podologue chez l'enfant, c'est si on doute et qu'on ne fait rien, il faut proposer la surveillance et donc proposer la revisite à 6 mois pour s'assurer que les troubles évoluent dans le bon sens et qu'ils ne sont finalement pas à prendre en charge. Les affections rhumatismales, bah oui, il y a quelques cas d'atteinte rhumatisme chez l'enfant où là on se pose pas la question pour apporter du confort et un aspect plus fonctionnel. Il y a des affections neurologiques, on a la spinale bifida, l'IMC, on en reparlera. À savoir l'IMC, c'est l'insuffisance motrice cérébrale qui occasionne notamment des, euh, des dysfonctionnements notables neuromusculaires, on va dire. Donc ça, c'est important. L'idée de permettre une croissance plus harmonieuse, voilà, ce qu'il faut, je pense que le discours qu'il faut avoir avec l'enfant et surtout avec les parents dans la prise en charge de l'enfant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a détecté des troubles statiques et des troubles de l'amygdale notables, qui peuvent être, encore une fois, soit source de troubles fonctionnels notables qui peuvent aller de la chute, je l'ai déjà évoqué, où là c'est limpide, on doit parier pour la chute pour éviter diminuer le pourcentage de chute. Il faut aussi faire comprendre aux parents que quand on fait quelque chose, quand quelque chose est constaté de non physiologique, on se pose la question, est-ce que finalement ça nuit au fonctionnement de l'enfant d'un point de vue potentiellement pathologique, et puis d'un point de vue performance, c'est-à-dire que vous allez avoir des troubles morphostatiques qui vont être responsables d'une démarche délicate, d'une incompatibilité à la marche rapide ou à la course, etc., et qui peut être judicieux de prendre en charge. Mais tout ça, il faut être très explicatif. Et il faut expliquer très clairement aux parents, qui d'ailleurs, effectivement, peuvent avoir une inquiétude, il faut expliquer qu'on fait de la compensation, qu'on met un outil pour que l'enfant fonctionne mieux. Je pense qu'il faut assez facilement se comparer à une paire de lunettes qui permet de rétablir un fonctionnement, qui permet de réaliser des activités, mais qu'attention, quand on enlève une paire de lunettes, on ne voit pas mieux. Eh bien, quand on enlève les semelles, l'enfant retrouve son fonctionnement à peu de choses près entre guillemets, parce qu'encore une fois, rien n'est établi sur l'impact d'une semelle à l'enfance et l'impact sur la correction des troubles. La compensation ostéo-articulaire, elle est établie. La correction ne l'est pas. Donc ça, il faut vraiment être clair. Voilà, faut pas vendre du rêve aux parents ni à l'enfant. Il faut expliquer, voilà, moi je trouve que son pied part trop comme ça et ça occasionne ça et c'est ça qui fait qu'il est gêné dans telle ou telle pratique. On corrige ça, ça le compense. On met une orthèse, ça le compense. Ça lui permet un meilleur fonctionnement. Mais la suite dépend de son programme génétique et de sa croissance, etc. Voilà, c'est un peu l'idée. La loi d'alternance de Godin, c'est vu. Chez l'adulte, bon bah là chez l'adulte on trouve tout ce que vous connaissez déjà, les affections douloureuses du pied, voilà, une douleur de pied. Alors ça ne veut pas dire qu'on a comme indication toutes les douleurs de pied, mais tout de même, un bon nombre sont pour indication des orthèses plantaires. Des troubles statiques ou dynamiques du pied, du membre inférieur, du rachis associés ou non. Bref, aujourd'hui, autant avant, entre guillemets, on nous refusait un peu l'action à distance. Aujourd'hui, il y a une petite phrase qui a été rajoutée que je saurais nommer, mais que je vous retrouverai à l'occasion dans le cahier des charges de l'orthèse plantaire, qui fait que les interférences pied restent du pied membre inférieur et reste l'appareil locomoteur sont aujourd'hui justement de notre domaine de compétence. Donc évidemment, on va s'attacher à corriger les troubles statiques et dynamiques du pied, mais même si les rapports
scientifiquement parlant et biomécaniquement parlant, scientifiquement parlant, ne sont pas complètement faits entre la position d'un pied et le fonctionnement d'un genou ou d'un rachis. Cliniquement parlant, il y a des résultats intéressants qui font que aujourd'hui, effectivement, on va s'attacher à l'ensemble des troubles statiques de l'ensemble de l'appareil locomoteur. Évidemment, tout prise en charge d'affections générales ayant un retentissement au niveau du pied, hein, les rhumatismes, les neurologiques, les maladies métaboliques, les retentissements dus à l'artérite, au diabète, etc., etc., bref, peuvent être une indication d'orthèse plantaire. On reverra que le cas particulier de la décharge d'une plaie non cicatrisée chez le diabétique, évidemment, c'est plutôt une contre-indication. Un gain de stabilité, évidemment, encore une fois, il s'agit de faire le lien entre le risque de chute et, on va dire, l'élément clinique objectif qui est à prendre en charge pour donner de la stabilité. C'est pas tout le temps évident. Pour pouvoir dire je donne de la stabilité, il faut essayer de voir, notamment par exemple chez la personne âgée, il faut essayer de voir quel est l'élément qui finalement donne de l'instabilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des troubles statiques du pied, un pied creux notable, par exemple, et qui a très bien vécu toutes ces années, mais là est source d'instabilité parce que bon, bah, y a des déficiences plus générales qui font que voilà, l'impact du pied creux est plus important. Est-ce que c'est plutôt un pied plat qui s'écrase sur l'intérieur qui donne des instabilités? Bref, il faut, oui, la personne âgée et le manque de stabilité de la personne âgée est une indication d'orthèse plantaire, mais il faut quand même bien l'identifier. Les affections cutanées douloureuses, évidemment, les durillons, les cors, les verrues, pavillons traumatiques, peuvent être justement une indication, sont une indication. C'est ce qu'on appelait les semelles à affection épidermique, je crois, quelque chose comme ça, et qui sont, pour affection épidermique, les SAE, c'est ça, semelles affection épidermique. C'est un thème très... ça a été longtemps l'indication principale du pédicure podologue pour justement décharger une zone douloureuse cutanée, tout simplement. Les affections post-traumatiques, cutanées ou articulaires, dès qu'un antécédent traumatique eh bien, occasionne un dysfonctionnement, l'orthèse plantaire peut essayer de pallier, à ce problème-là en tentant de redonner un meilleur fonctionnement ou en tout cas en déchargeant une zone de l'articulation par rapport à une autre, en excluant effectivement par exemple une cicatrice, mais là on revient un petit peu dans l'aspect cutané des choses. Donc voilà, en prévention secondaire pour diminuer les facteurs de risque, eh bien oui, c'est forcément, on intervient, par exemple quand on parle de chez le diabétique, eh bien on sait très bien que s'il n'y a pas d'algie, déjà il peut ne pas y avoir d'algie due notamment à certaines déficiences neuro et sensibilité, mais que découvrir une mauvaise répartition des charges chez un patient diabétique, eh bien, et le prendre en charge, c'est forcément être préventif sur l'apparition de conséquences qui peuvent être dramatiques, déjà de corps de duraillon et puis bien sûr de malperforants plantaires. Voilà, il faut les prendre en amont, en charge pour justement être efficace. C'est là qu'on est pertinent par rapport à la prise en charge du pied diabétique notamment. Voilà un petit peu pour les indications. Alors on peut en chercher d'autres, on peut en trouver d'autres. On va parler plutôt des contre-indications des orthèses plantaires. Alors ça peut paraître tout bête, mais évidemment l'absence de motivation du patient, je pense que il faut jamais forcer, il faut évidemment jamais forcer la main à un patient, ça c'est évident. Et en cas de doute et quand on voit l'absence de motivation, même s'il y a une ordonnance, même s'il y a une prescription, et j'ai presque envie de dire même s'il y a une indication évidente, il faut laisser le patient choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent une perte de motivation du patient, et quelle que soit la raison, il faut l'évoquer. Il faut mettre, moi je suis très pied dans le plat. Écoutez, j'ai l'impression que ce que je vous évoque là vous enchante pas, discutons-en. Et pourquoi? Et voilà. Et comme ça, on met le doigt sur. Voilà. Et puis, il vaut mieux s'abstenir, voilà, parce que mettre une semelle sous le pied de quelqu'un, c'est toujours un travail exigeant. Si en plus il est vraiment pas motivé, alors là c'est rentrer dans un truc, voilà. Donc, et parfois on a la surprise, il faut presque parfois laisser décider vraiment complètement le patient, lui remettre, écoutez, moi je le fais régulièrement quand je sens que le patient, voilà, vous avez les éléments en main, rappelez-moi,
Sur l'aspect financier, on peut être très arrangeant, vous me payez en 4 fois, je les encaisse, etc. Enfin, ça, ça fait comme il veut, mais sur l'aspect motivation pure, euh, voilà, rappelez-moi, vous avez toutes les données en main, etc. Et vous vous rendrez compte que dans la plupart des cas, parce que vous avez laissé le choix, etc., le patient fait le point au bout de 2 3 jours se dit, bah non, j'ai quand même mal, etc. C'est vrai qu'il m'a dit, c'est pas con ce qu'il m'a dit, puis il m'a pas forcé, il va vous rappeler. Enfin, par expérience, la personne vous rappelle et vous dit, ouais, en fait, je les veux, ces semelles. Là, je me suis rendu compte que. Et là, on est dans une situation de confort, parce qu'il a décidé. Il a décidé que c'était important pour lui, etc. Donc ça, c'est... Voilà. Le mode de chaussage inadapté, c'est encore une fois le thème de ce que je vous évoque régulièrement en examen clinique. Vous faites pas assez attention au chaussage. Vous faites pas assez attention au chaussage qui n'est pas présent. C'est-à-dire que comme les gens le jour de l'examen viennent souvent avec une paire de chaussures un petit peu clémente pour leurs pieds, et puis le jour du rendu de semaine, ils viennent avec des chaussures qui posent problème, qui sont pas du tout adaptées, etc. Il faut vraiment faire une étude de la chaussure importante, mais encore une fois, une étude des habitudes de chaussure importantes, les mettre en lien avec le motif de consultation, déjà parce que parfois, rien que de changer de chaussure peut suffire à améliorer une situation pathologique, et puis surtout savoir dire au patient, moi dans ces chaussures-là, je ne peux pas. Ne vous lancez pas dans des trucs impossibles où le patient sera déçu et vous serez déçu, etc. Ça, c'est évident. Le port de chaussures orthopédiques, effectivement, c'est pas notre domaine. Quand il y a chaussures orthopédiques, ça veut dire que c'est plus nous qui devons réaliser la semelle orthopédique. Ça peut parfois être toléré si vous vous entendez très bien avec un podo-orthésiste, etc., qui peut vous dire, moi je fais très bien la chaussure, mais les corrections spécifiques que vous faites, je ne sais pas les faire, donc voilà. Mais normalement, c'est pas notre domaine, voilà, il faut savoir ça. L'appareil systématique d'un trouble statique ou dynamique, voilà, il faut vraiment se dire que la correction de ce trouble statique et dynamique, il faut à la fois qu'elle ait un intérêt, il faut à la fois qu'elle ait un intérêt je vais y arriver. Il faut qu'elle ait un intérêt et qu'elle soit en rapport avec un vrai facteur de risque de pathologie et que ce soit vraiment en accord avec le patient. Et c'est pour ça que si il y a un trouble statique qui n'occasionne plus de pathologie et que la pathologie est vraiment réglée, on est souvent parfois dans une situation délicate où on peut se dire bon bah là je pense qu'il a plus besoin de semelles. Le problème c'est que si on continue à mettre des semelles, le patient il peut se dire ah le mec il me fait des semelles alors que j'en ai plus besoin. Et en même temps si on enlève les semelles et que la pathologie réapparaît, ce sera de votre faute aussi. Donc c'est pour ça que c'est au cas par cas. Il faut vraiment déterminer si la prise en charge trouble statique est toujours aussi pertinente ou si maintenant c'est devenu un peu une contre-indication. Il ne faut pas renouveler des semelles systématiquement parce qu'on a l'habitude de porter des semelles. Voilà, c'est pas quelque chose comme ça. Ou alors il faut l'évoquer avec le patient. Il faut lui dire voilà, là je pense qu'on est à un stade où c'est plus complètement nécessaire. On peut jouer la sécurité à continuer peut-être encore 6 mois, 1 an, peut-être en diminuant un peu la hauteur. Ouais, on peut aussi être progressif dans le fait de ne pas renouveler les semelles. L'absence de certitude pronostique. Alors, ça c'est délicat parce on n'a jamais forcément de certitude quand on fait des semelles, mais ce qui est sûr, c'est que si on n'a aucune chance que ces semelles servent à quelque chose et notamment être en rapport avec un motif de consultation algique, etc., eh bien, il vaut mieux s'abstenir. Ça constitue évidemment une contre-indication des orthèses plantaires. Il ne faut pas faire des semelles à des gens qui n'en ont pas besoin, ça c'est évident. Ou alors qui ne répondent pas aux besoins. Si on n'est pas en accord avec le cahier des charges, ça, on pourra reparler du cahier des charges, etc. Et enfin, quelques précautions d'emploi. Ah oui, non, il y a la décharge d'une plaie non cicatrisée chez la diabétique qui est une contre-indication. Il faut que ça soit pris en charge par un service de diabétologie de façon très précise, dont vous savez peut-être déjà, de par vos cours sur le sujet, exactement la teneur de cette prise en charge. Les précautions d'emploi dans justement l'intérêt du soin par orthèse plantaire. Ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une orthèse plantaire, une paire d'orthèses plantaires à son patient sans lui donner les conseils d'utilisation, les conditions d'utilisation, comment il les met en place, voilà, avec quelle durée, etc. Est-ce qu'il doit les porter tout le temps? Est-ce qu'il doit les réserver à certaines activités, etc. Son activité sportive, est-ce qu'il doit la recommencer pleinement, progressivement, etc. Dans combien de temps vous devez le revoir?
un outil, un même outil, encore une fois, avec une bonne explication pardon, des conditions d'utilisation, il peut être très performant. Ok, un outil sans conditions d'utilisation, sans aucune explicatif, s'il est mal utilisé, eh bien, il peut être vraiment problématique et occasionner des effets secondaires qui sont notables juste parce que vous n'avez pas expliqué au patient. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut bien se rendre compte que notre boulot, c'est pas que de donner une semelle, une orthèse plantaire bien faite, c'est aussi expliquer quel va être son mode d'action, comment elle va agir et comment il faut l'utiliser. Ok, je vous donne deux exemples flagrants. Vous dites à quelqu'un qui a une tendinopathie d'Achille de porter ses semelles dans ses chaussures. Ok. Et seulement ses chaussures, il les porte que 2 heures par jour parce qu'il a une activité restreinte et le reste du temps, il est à la maison pieds nus. Et en gros, quand il les porte, bah, ça se passe bien, mais comme il les porte pas la majorité du temps, il a aucun bienfait sur sa tendinopathie d'Achille parce qu'il voilà. Bah, ça, c'est un manque de conseils d'utilisation et résultat, votre orthèse plantaire va être inefficace. Voilà. L'autre exemple classique, vous faites des semelles à quelqu'un qui n'a pas couru depuis 6 mois et le jour où où il les reçoit, il va courir 2 heures. Il a, je pense, 9 chances sur 10 de se blesser. Euh, Parce que vous ne lui avez pas donné le conseil de la façon dont il fallait reprendre, etc. etc. C'est tout ça, les conditions d'utilisation. Et c'est essentiel pour que ça se passe bien. Prévenir son patient des effets indésirables possibles et des actions qui en découlent, eh bien, vraiment préciser ça, c'est-à-dire que il faut au minimum dire qu'il peut y avoir des courbatures. En fait, il faut considérer que nous réalisons des traitements, que la semelle orthopédique est un traitement. Et comme tout traitement, eh bien, il devrait y avoir une notice avec. Et vous pouvez d'ailleurs faire des petites notices générales. Il y a des professionnels et des praticiens qui le font. C'est-à-dire qu'avec leur thèse, ils remettent un petit papier qui précise tout ce que j'ai évoqué là, c'est-à-dire les conditions d'utilisation, les précautions d'emploi, l'entretien qu'il faut faire, etc. Ce que ça peut occasionner, dans quel cas il faut appeler son podologue, dans quel cas c'est pas la peine de s'inquiéter, etc. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de faire une petite fiche justement explicative de tout ça. Moi, j'ai l'habitude d'évoquer très précisément que c'est un traitement, qu'à son effet premier, c'est de soulager la douleur pour laquelle le patient vient consulter, qui peut avoir des effets indésirables. Et que tout se passe dans la communication, qu'il y a des effets indésirables qui sont légers qui peuvent être fréquents. C'est par exemple la courbature, on change un équilibre musculaire, il y a des muscles qui travaillent plus, des muscles qui travaillent moins, ça peut créer de la courbature. Il peut y avoir des petites tensions tendineuses, etc. Voilà. Il faut expliquer tout ça, déjà parce que quand ça va apparaître, le patient il va se dire ah on m'avait prévenu ok et finalement ça passe plus facilement et secondairement pas hésiter à dire bah, si vous ressentez quelque chose de plus important que ça n'hésitez pas à m'appeler et voilà je pense que tout est finalement si je dois résumer les précautions d'emploi tout est une question de communication de ce que entre vous et le patient et il faut savoir comment instaurer cette communication pour que finalement voilà c'est un travail d'équipe quelque part. Le praticien et le patient tendent tous deux vers l'objectif d'un soulagement et d'un bien-être avec ces semelles. Pour ça, il faut bien communiquer et ça passe par tout ce que je viens de vous évoquer. Euh, L'absence de certitude sur l'utilité des orthèses du fait de la demande du patient. En gros, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dire, voilà, il y a une situation, votre situation qui pose problème et qui est en rapport avec cette pathologie. Deux, une réponse la plus adéquate, c'est cette semelle orthopédique. Trois, il y a une différence entre la théorie et la pratique et que rien n'est jamais systématique, ni en médecine, ni dans n'importe quelle spécialité paramédicale. Les résultats ne sont pas systématiques. Aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui parlent de pourcentage de réussite de différents traitements, etc. Mais il faut avoir pour idée quand même de dire à son patient que tout n'est pas. On fait de la biomécanique, ok, tout ça est relatif, ce qu'on va appeler pompeusement un petit peu, de la biomécanique du pied et du membre inférieur. Dans biomécanique, il y a bio, c'est-à-dire qu'il y a, il y a la notion être vivant, ça veut dire qu'on ne fait pas de la mécanique pure. La mécanique pure, elle est faite de certitude. La biomécanique, il y a, encore une fois,
des incertitudes, tout simplement parce qu'on traite du tissu vivant et que les réactions ne sont pas systématiquement les mêmes d'un individu à l'autre. Donc c'est pour ça que voilà, il faut se dire voilà, voilà, il y a une phrase tout bête qui résume un peu bien les choses. On a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Voilà, il faut s'assurer qu'on met tout en œuvre pour soulager le patient, mais l'obligation de résultat, elle existe nulle part. Évidemment, parce que rien n'est jamais certain sur le résultat d'une orthèse plantaire. Euh, on va terminer par finalement les étapes de la conception et de la réalisation d'un soin par orthèse plantaire. On est concrètement là dans quelque chose que vous savez déjà, grosso modo, vous savez déjà, parce que la première étape, les premières des étapes, le recueil de données, l'analyse de données et la création intellectuelle du projet par orthèse plantaire et la prise d'empreinte, l'analyse de la chaussure, tout ça c'est l'examen clinique en fait. Tout ça c'est votre examen clinique, donc là on a synthétisé quelques étapes, etc. Mais on est dans l'examen clinique, ok. L'établissement d'un calendrier avec le patient, c'est déjà un calendrier de soins, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le jour de l'examen, 2, voici le jour où je vais vous rendre les orthèses, et 3, voici comment ça va se passer, comment va se passer notre premier bilan ou la visite de contrôle à 3 semaines, un mois après. Il faut bien savoir que ça fait partie du cahier des charges des pédicures podologues. La visite de contrôle, c'est quelque chose qui est un devoir du praticien, est un droit du patient. Ça, c'est pas une option, je suis un mec cool et je vérifie tout le travail que je fais. Oui, on peut pousser cet aspect-là avec un espèce de SAV, entre guillemets, une certaine ampleur, mais la visite de contrôle, elle est classique et normale. Parfois, à l'institut, j'ai l'impression qu'elle devient optionnelle, on note pas forcément de revisite, alors que elle est dans elle est dans le cahier des charges de la semelle orthopédique, donc ça c'est vraiment important. Il faut que chacun de vos patients qui repartent avec des semelles, sauf cas particulier, ait une revisite notée. Alors cette revisite, aujourd'hui, dans le contexte actuel, Covid, très, très clairement, on peut envisager une certaine communication en amont pour savoir si elle est vraiment pertinente. Okay, aujourd'hui, on est dans un contexte où le nombre de visites chez un professionnel de santé est peut-être à compter. Okay, on ne fait pas revenir les gens autant de fois que ça, etc. Parce qu'il y a toujours une prise de risque. En ce moment, je parle dans le contexte où on est, prise de risque pour le praticien comme pour le patient qui se déplace, qui prend des transports, qui vient chez vous, qui va dans une salle d'attente, etc. Donc ce thème de la visite de contrôle est peut-être à réfléchir prochainement, et je vous dirai ce que j'en pense, notamment je vais y arriver, en, en visioconférence qu'on se fera prochainement. Mais voilà un petit peu l'idée quand même de cette visite de contrôle. Je remonte d'un cran puisqu'on était sur l'établissement d'un calendrier. La réalisation en atelier, bon alors aujourd'hui, différentes façons de fabriquer des semelles, différentes modalités. L'atelier peut carrément être délocalisé par une imprimante 3D, etc. Bref, l'essayage avec le patient, ok. Une semelle orthopédique ne s'envoie pas par la poste. Et voilà. Justement, on revient pendant cet essayage quelque part sur les conditions et modalités d'utilisation, ok, et tout ce que j'ai évoqué sur justement, on va dire le mode d'emploi. La visite de contrôle, c'est bon, je vous en ai mis une tartine. Et la communication, elle est hyper importante en fait. Je vais vous dire un truc. Personnellement, moi, c'est un truc que je fais pas très bien, mais la communication. Alors, pour être très clair, quand on entend communication, ça peut être la communication avec son patient, mais c'est surtout communiquer avec le prescripteur du patient et le réseau pluridisciplinaire qui prend en charge ce patient. On n'est jamais, ou alors très rarement, entre guillemets, à prendre en charge seul un patient. On est souvent, on respecte une prescription médicale. 2, il y a souvent des traitements associés, kiné ou autre. Il faut comprendre que votre acte n'est pas anodin. Et donc, il faut qu'il soit expliqué, s'il doit être expliqué au patient, ça c'est une nécessité, il faut aussi que quelque part il soit expliqué aux professionnels de santé qui entourent ce patient et qui agissent également pour lui et pour son bien-être. Parce qu'il faut qu'ils aient conscience quelque part de l'action et des éventuelles interférences qu'il pourrait y avoir avec le patient. Donc le compte rendu, c'est pour ça qu'on vous force régulièrement à faire des petites synthèses en fin d'examen clinique, c'est justement pour apprendre à communiquer de façon synthétique sur le cas d'un patient. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir communiquer. Le courrier doit être automatique, précis, sans trop de détails, pour vraiment dire, voilà, et toujours se laisser à disposition. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit brief
un petit brief de ce que vous faites pour votre patient au prescripteur et éventuellement aux autres personnes qui interagissent avec ce patient ou sur ce patient. Il faut être voilà, assez bref pour être lu, mais se montrer à disposition pour plus de renseignements. Non, c'est à peu près l'idée. Voilà un peu. Voilà. Donc, voilà pour ce cours 4.9 qui finalement est assez court, mais a beaucoup, beaucoup de choses. Qui est quand même, je trouve quand même une somme de bon sens. J'ai presque envie de dire que si vous vous posiez tranquille et que vous réunissiez, recrutiez toutes les informations que vous avez eues ces 2 dernières années sur l'examen clinique et leur test plantaire, je pense que vous pourriez retrouver tout ça. Il s'agit de le synthétiser. Voilà, on en reparle tranquillement. C'est juste pour formaliser un petit peu et dire qu'il y a eu ce cours-là. Mais on pourra rentrer dans le détail en fonction de votre appréciation. Je vous donnerai également 2 3 articles en rapport avec ça. Ça, c'est un petit screenshot d'un article de Golche, du docteur Golche, qui parle justement des indications de l'orthèse plantaire et qui signifie voilà, quelques petites choses que je vous laisse lire. Tout simplement. Voilà. On en parle très bientôt. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.